Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Julia, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Salut Alexandra, très très contente d'être avec toi et ça va très bien, merci. Trop bien, je suis aussi ravie de t'avoir sur le podcast. Julia, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais en quelques phrases ? Oui, moi je me décris comme une conférencière et coach de conférenciers. Ça fait 4-5 ans maintenant que je suis tombée amoureuse du milieu des conférences et que je suis partie un petit peu en quête pour découvrir comment je pouvais en donner de plus en plus. Et sur ce chemin, j'avais de plus en plus de demandes sur comment j'avais fait pour réussir à donner mes premières conférences, surtout que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé mes premières conférences à 21 ans et aujourd'hui j'en ai 25. Donc, il y a 6 mois, j'ai décidé de créer un programme d'accompagnement à la conférence qui s'appelle l'Académie des speakers, où je prépare des gens qui veulent donner des conférences style TEDx. Et à côté de ça, je donne aussi des cours. Je fais aussi beaucoup de mise en relation. Donc, si je dois me décrire comme quelqu'un qui adore la scène, qui adore mettre des gens en relation et qui adore transmettre et coacher et faire grandir les autres. Trop bien, un super descriptif. Et cette envie de la scène, de la conférence, tu l'as toujours eue ou il y a eu un déclic un jour ? C'est passé comment ? Et en fait, quand j'avais 16 ans, j'ai découvert les conférences TEDx à l'école. On faisait un cours sur l'argumentation et une des profs, pour montrer les pouvoirs de l'argumentation, nous avait montré le TEDx de Emma Watson. C'était pas un TEDx, c'était un discours qu'elle avait fait pour He for She. Mais donc, dans les recommandations de YouTube, en regardant ce discours, je suis tombée sur les TEDx et j'ai adoré le concept de ces conférences. Je pouvais en regarder plein, je pouvais passer mes week-ends à regarder ça. Et à 18 ans, j'habitais à Menton. Et à Menton, il y a un campus de Sciences Po, l'école, où les étudiants organisaient un TEDx en vrai. Donc, je suis allée assister à un TEDx en personne et je me suis rendu compte que c'était organisé par des étudiants et je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire ça. Ce qu'ils font, ce à quoi ils contribuent, ça me plaît. Donc, 2 ans plus tard, quand je suis arrivée en école de commerce, j'ai rejoint l'association TEDx de mon école. Et mon rôle, c'était de recruter les futurs speakers TEDx et de les accompagner, de les coacher. Et à partir de là, j'ai eu envie moi-même de donner mes propres conférences. Et le saut entre le moment où tu baignes un peu dans cet univers du TEDx et le moment où tu dis « je vais faire ma première conférence », ça s'est fait en mode si je le veux, je peux, j'y vais, ou il s'est passé tout un cheminement de mince, est-ce que je suis vraiment à la hauteur, comment je vais faire, enfin tu vois, comment ça s'est passé un peu Ouais, ton c'était cheminement ? plutôt un cheminement de en fait, j'avais 20 ans, 21 ans, je me disais mais c'est quoi ma légitimité? Qu'est-ce que je peux déjà raconter de mon expérience? Et en plus, je me comparais aux speakers TEDx qui avaient tous des parcours hyper impressionnants. Donc, dans nos speakers, il y avait une championne du monde de poker. Il y avait Maud Caillot qui a fondé Gringot. Enfin, à l'époque, Gringot n'était pas autant développé qu'aujourd'hui, mais déjà, c'était c'était un truc énorme, tu vois, de créer une banque à 26 ans. Il y avait un danseur de l'opéra de Paris. Il y avait un champion du monde de boxe. Enfin, en fait, que des personnes qui ont fait des grandes choses. Moi, je me comparais en me disant, si c'est ça les speakers TEDx, oui, moi j'ai pas grand-chose à raconter. Finalement, c'est un des coachs qui accompagnait les speakers et qui m'a fait un clin d'œil à la fin de la deuxième conférence TEDx qu'on avait organisée et qui m'a dit, Julia, bientôt ce sera toi sur scène. Donc, c'est des petits clins d'œil qui m'a un peu donné confiance en me disant, peut-être qu'en moi, il a vu un potentiel, mais pour autant, c'est pas parce que j'en avais envie que je me suis tout de suite sentie légitime, loin de là. Donc le process a été que moi, je prenais la parole sur LinkedIn déjà, grâce à mon podcast que j'avais créé 1 an et demi plus tôt. Et déjà, via ces prises de parole, qui n'étaient pas encore des prises de parole en conférence, mais qui étaient déjà une manière de m'exprimer, de faire passer mes idées, j'ai eu quelques mois plus tard ma première intervention qu'on m'a sollicitée pour intervenir devant des étudiants. Donc, c'était pas du tout une conférence rémunérée, c'est devant des étudiants, mais en fait, c'était la première fois où vraiment on me donnait la parole et on me proposait d'intervenir sur le sujet de la quête de sens. Le sujet de la première conférence était « Oser créer la carrière dont tu rêves ».
Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue bras droit d'un conférencier professionnel parce que j'ai lu un livre qui m'a énormément marqué quand j'avais genre 18 ans qui s'appelle The Proximity Principle. Et l'idée, c'est que pour construire la carrière dont tu rêves, il faut passer le plus de temps à proximité des personnes qui font ce que tu veux faire et qui peuvent aussi euh, te donner les opportunités auxquelles toi, tu n'arrives pas encore à accéder. Et j'avais mon podcast, donc je contacte ce conférencier à la base simplement pour une interview en podcast et pour lui demander comment il fait pour en vivre, quels sont les rouages de ce métier, etc. Et finalement, à la fin de l'interview, il me propose d'être son bras droit. Il me dit, mais tu vas faire quoi à la fin de l'année? Je dis, bah écoute, je sais pas, mais j'ai envie d'évoluer dans le domaine des conférences, mais je sais pas exactement comment faire. J'ai envie de créer ma boîte, mais je sais pas par où commencer. Il me dit, bah écoute, moi, si tu veux, il y a plein de projets que j'ai envie de mener en termes de conférences. Il avait envie de faire une conférence au Grand Rex, de lancer un podcast. Enfin, on avait plein de projets, mais il manquait de temps pour les réaliser. Donc, il m'a dit, bah, j'aimerais bien avoir un endroit qui m'aide. Donc, est-ce que tu voudrais être cette personne? Et j'ai commencé à bosser avec lui. Et ça aussi, ça m'a aidé parce que il m'a donné certaines conférences à lui il pouvait pas faire ou qu'il voulait pas faire parce que c'était pas au niveau de rémunération auquel lui, il était habitué maintenant. Et donc, ça aussi, ça a été des bonnes euh, opportunités. Donc pendant un an, on va dire que c'était à la fois des petites interventions qu'on proposait via mes posts LinkedIn et des conférences que Samuel m'envoyait. Et puis, ce qui a marqué un peu un tournant, c'est que j'ai décidé de créer mes propres conférences parce que j'étais un peu frustrée d'attendre finalement qu'on m'invite. Je veux dire, ça reposait sur rien. Enfin, c'était hyper aléatoire. Donc, je me suis dit, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait ça, qui s'appelle Victoria Guillemont. Elle organisait ses propres événements dans Paris où elle mêlait une forme de slam et de danse et elle louait des théâtres où il y avait une trentaine de personnes qui venaient l'écouter. Et ça m'a vachement inspirée. En plus, on avait le même âge et donc je pouvais vachement m'identifier à elle. Et finalement, je me suis dit que si elle pouvait le faire, bah, je pouvais le faire aussi. 6 mois plus tard, j'ai loué ma première salle dans Paris. Et je me suis mise à vendre des places, enfin créer une billetterie en ligne et vendre des places, un peu dire aux gens, bah, payer pour venir me voir. Et donc, ma première conférence s'appelait Osez réaliser vos rêves. Et ce qui était cool, c'est qu'à partir du moment où je me suis, je dirais, autorisée à plus me présenter comme conférencière et à promouvoir mes propres conférences, bah, j'ai eu aussi plus d'opportunités de conférences parce que j'étais mieux identifiée sur la thématique, j'avais plus de photos pour me présenter. Enfin, dans l'esprit des gens, c'était plus assimilé à une speakeuse. Et donc, voilà, c'est accéléré comme ça. Et puis, finalement, dans ce parcours, il y a Nina Ramen qui m'a contactée pour que je bosse avec elle en tant que coach LinkedIn parce que je m'étais beaucoup développée sur LinkedIn. Et puis, à un moment dans mon parcours, j'ai un peu pris de la distance des conférences parce que j'ai pris un autre chemin. Euh, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais pris le mauvais chemin et je me suis rapprochée du domaine des conférences. Mais ça, on pourra en parler juste après. C'est passionnant. Si je reviens juste au tout début, là où tu as lancé ton podcast, tu es en mode étudiante. D'où te vient l'idée de lancer un podcast? Moi, j'écoutais énormément de podcasts. À l'époque, j'écoutais Louise Aubéry, son podcast, il s'appelait My Better. Enfin, comment il s'appelait son podcast? In Power, il a pas changé de nom. In Power. In Power. Et j'écoutais, à l'époque, ça s'appelait Le Gratin de Pauline Léniaud. Maintenant, je pense que c'est juste le podcast de Pauline Léniaud. Et j'aimais beaucoup écouter ces discussions-là d'autres personnes. Et j'avais jamais vraiment pensé à lancer le mien, mais j'avais envie quand même d'avoir un projet entrepreneurial. Enfin, j'avais quand même envie de faire quelque chose. Et puis là, un de mes ex, il m'annonce qu'il lance son podcast à lui. Et je découvre qu'il a son podcast. Et en fait, j'avais même pas eu l'idée, moi, de le créer parce que, genre, je me disais que ça me paraissait trop loin. Mais le fait de voir que lui, il l'avait fait, ça m'a un peu enlevé mes barrières. En plus, il m'a vachement expliqué, bah, voilà, comment tu fais pour le lancer. Tu vas sur ce site-là, tu crées telle appli, etc. Et il m'a un peu donné le plan d'action pour me lancer. Et donc, du coup, je me suis mise là-dedans. Ça allait hyper vite après. Une fois que j'ai découvert que lui, il avait son podcast, je pense dans les 10 jours, j'ai lancé le mien. Je crois pas mal qu'il faut pas trop réfléchir pour lancer des trucs, genre si t'as envie de les faire et tout, parce qu'après tu te prends trop voilà, tu doutes et tout, tu hésites. Et, et l'idée, du coup, c'était plus d'interviewer des entrepreneurs qui m'inspiraient pour un peu trouver ma voie, parce que c'était un moment où je savais que je voulais entreprendre, mais c'était à peu près tout ce que je savais, quoi. J'avais pas beaucoup plus d'idées que ça. Et ça m'aidait de rencontrer d'entrepreneurs pour savoir un peu plus, bah, qu'est-ce qui me plaisait pas,
Et puis me construire un réseau aussi parce que je partais un peu de zéro en termes de networking. Donc, j'avais aussi besoin de me constituer un entourage d'entrepreneurs qui puissent me conseiller et voilà, prendre les bonnes décisions assez tôt. Ouais, tu avais un peu cette idée de je lance un podcast, mais autant pour moi que pour les autres. C'est-à-dire que c'est l'occasion aussi d'aller parler à des gens à qui je leur enverrai juste un message, viens, on parle ensemble, ils diraient non. Mais comme c'est pour un podcast, c'est l'occasion, c'est ça? Ouais, je pense que c'était plus pour moi que pour les autres en réalité, si je suis honnête avec moi-même, plus pour partager des choses dont j'avais envie et rencontrer des personnes qui m'inspiraient. OK. Et quand tu as lancé tes premières conférences, tu as du coup le budget de la salle on va dire amortir. Tu avais combien de followers à cette époque-là? Tu étais assez sereine de remplir ta salle? Comment ça s'est passé? Ouais, à cette époque-là, j'avais, je pense, 10 000 abonnés sur LinkedIn. Après, donc j'avais déjà une audience quand même. 30 personnes, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Donc ça me faisait quand même stresser de me dire que la salle pourrait être vide. Mais en fait, ce qui me rassurait, c'est de me dire que même si la salle était vide, ça faisait partie du chemin. Parce que tu vois, j'écoutais vachement d'interviews d'humoristes, de conférenciers qui se lançaient et qui racontaient que leur première conférence, elle avait parfois une seule personne ou 5 personnes. Et tu vois, je pense que j'essayais un peu de relativiser le truc en me disant, bah, tout le monde a commencé quelque part. Et finalement, même si la salle était vide, ce serait pas dramatique parce que même les personnes qui m'inspirent le plus aujourd'hui et qui arrivent à remplir des Zéniths, des Olympias, ils ont commencé là. Donc, au contraire, je pense que limite, c'était un signe pas de réussite, mais de me dire, voilà, c'est sur le bon chemin, quoi, même si c'est vide. Et finalement, j'ai quand même j'ai rempli en un mois 30 places. Après, j'ai genre beaucoup communiqué comme une bourrine, tu vois, genre je faisais beaucoup de posts, j'en parlais à tout le monde et tout. Et surtout, j'avais un pote qui m'avait vachement conseillé. En fait, je t'ai dit tout à l'heure que la personne qui m'a inspirée à me lancer, donc, qui s'appelle Victoria Guillaumont, elle a fait ses spectacles, donc ça m'a inspirée. Mais un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que je faisais un café visio networking un jour avec quelqu'un de LinkedIn, et il me raconte que il a lui aussi fait ça, ce move de louer une salle de conférence, et c'était pareil 30 ou 50 personnes, et de le vendre les places. Et il m'avait donné vachement de conseils quand même sur comment remplir la billetterie. Il m'avait dit, bah par exemple, les réseaux sociaux c'est bien. Et il faut beaucoup faire pas de la prospection, mais d'envoyer des messages privés individuels aux gens, Ouais. parce que ça se remplit pas tout seul. Enfin, quand tu fais de la création de contenu, oui, tu peux faire des posts, mais après, il faut aller un peu parler individuellement aux gens pour les relancer, les activer. Bah là, c'est pareil. Même quand je là, je fais un événement, il y aura entre 100 et 150 personnes. En fait, je fais énormément quand même de messages privés. Là, je me suis mis un petit challenge, 5 messages par jour à des prospects, tu vois, pour remplir la salle. Donc, ouais, pour te répondre, c'était 10 000 abonnés. J'étais quand même un peu stressée de pas remplir, mais je me suis dit, voilà, au pire, c'est pas grave. Et surtout, j'étais très proactive dans la com. Donc, même si je me disais, c'est pas grave, bah, je faisais quand même tout pour que ce soit à plein. Ouais. Et parce que si c'est pas indiscret, c'est combien une salle en termes de location? Là, j'avais un deal où, en gros, je payais pas la salle, je payais un ticket par entrée. C'est-à-dire que chaque personne qui venait aurait une conso. Et donc, du coup, le deal, c'était genre 10 € par personne. Donc, au moins, s'il y avait 5 personnes, bah, la salle, ça me coûtait 50 €. Mais s'il y avait 30 personnes, ça me coûtait 300. Et donc là, je crois que la première fois, j'ai dû avoir 27 personnes, c'est ça, donc 270. OK. Cool le coup. Après, pour la salle, ça ressemblait plus à en sous-sol de brasserie, tu vois. C'était pas une salle genre ultra stylée avec un écran et tout. Enfin, c'était vraiment la sous-salle d'un brasserie, quoi, un peu au -1, toute sombre et tout, mais ça faisait le taf. Ouais. Pour la première, on fait pas les difficiles. Hem, OK, et du coup, j'accélère un peu dans ton parcours. Tu décides du coup finalement d'arrêter la scène, en tout cas de le mettre en stand-by pour focaliser plus sur le coaching LinkedIn. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes justement sur ce 1er amour? Ouais. Bah, en fait, au début, je décide pas de quitter la scène tout de suite. En fait, quand Nina me propose, au début de bosser avec elle, je bosse en freelance avec elle, coach LinkedIn dans son bootcamp LinkedIn. Donc on parle de Nina Harlen. Et en parallèle, je continue à donner mes conférences et j'arrive à cumuler les 2. Et puis après, je suis encore étudiante à ce moment-là, hein. Après avoir bossé genre 2-3 mois en freelance avec elle, bah, moi je rentre en alternance. Je voulais faire une alternance dans mon école pour pas payer la dernière année d'école de commerce. Et donc, elle me propose un contrat d'alternance. Et donc là, je commence déjà un petit peu à réduire la cadence des conférences, parce que genre le rythme d'alternance est quand même assez
un temps, sachant que je voilà, la boîte elle est en hyper croissance, que j'ai cours quand même la moitié du temps et que j'ai quand même d'autres projets à côté. Enfin, je continue encore un peu le podcast, je continue à créer du contenu sur LinkedIn. Donc, je continue à faire des conférences, mais encore un peu moins. Surtout qu'à ce moment-là, j'ai un projet de livre en parallèle. Enfin, en fait, trop de trucs qui font que j'ai trop de projets d'un coup qui font que j'ai du mal à vraiment développer les conférences. Donc, je dois en donner, je sais pas, 3 ou 4 cette année-là. Et à la fin de mon alternance, moi, je m'étais toujours dit, de toute façon, depuis le début, c'était clair pour moi, à la fin de mes études, je me lance à mon compte. J'avais toujours tout préparé pour ça, en fait, depuis le moment où j'avais créé mon podcast, au moment où quand j'ai créé mon auto-entreprise en 2020-2021, je me suis toujours dit: «Je fais tout ça maintenant pour qu'à la fin de mes études, je puisse déjà me lancer à mon compte». Et à ce moment-là, donc Nina me propose un CDI à la fin de mon alternance, où elle me propose d'être responsable marketing. Et moi, ma première action, c'est de dire: «Bah non, moi je me suis toujours vue entrepreneuse, j'ai pas envie d'être en CDI, même si j'aime beaucoup la boîte, j'ai envie de continuer à faire mon truc, de mon côté et si tu veux qu'on continue à bosser ensemble, on reste ensemble en freelance». Et elle me dit: «Mais non Julia, vraiment je te vois trop, dans la boîte, regarde tout ce qu'on a construit ensemble et tout déjà». Et donc du coup, elle me dit: «Beh, comment je peux faire en sorte que tu acceptes mon offre de CDI? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu, acceptes?» Et donc bah, là, je lui dis, bah, le seul truc enfin non, elle me pose aussi la question: «Comment Ramène ta fraise peut servir ta vision?» Et là, je lui dis: «Bah, écoute, moi, ce que j'aime faire, c'est des conférences et j'aime être visible, j'aime prendre la parole, j'ai besoin de cette reconnaissance. Donc à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est que je sois responsable marketing, qui était le poste dont elle avait besoin, mais aussi porte-parole de Ramène tes fraises. C'est-à-dire que je sois un peu, représentante, de la marque, que je sois invitée sur des podcasts, sur des tables rondes, dans des conférences pour parler de notre mission et tout». Hem, Parce que je voyais que Nina, elle avait beaucoup de sollicitations, elle, pour prendre la parole. Et donc je me suis dit: «Je sais que dans le cadre de Ramène tes fraises, il y a des opportunités pour faire ça». Et elle me dit: «OK, à condition que tu arrêtes, ce que tu fais à côté. C'est-à-dire que, tu mettes entre guillemets toute ton énergie dans Ramène ta fraise et que je sois pas dispersée dans mes projets. C'est-à-dire que, bah, j'incarne à temps plein Ramène ta fraise, même dans ma com LinkedIn et tout. Donc j'arrête de parler un petit peu de mes sujets, de oser réaliser ses rêves, de mes conférences. Je parle plus des femmes, de prendre la parole, de s'assumer et cetera». Et sur le coup, je me dis que c'est un bon move parce que je me dis: «Bah, voilà, j'ai un peu le meilleur des 2 mondes». Dans le sens où j'ai un peu le poste, idéal qui a été un peu construit, sur mesure et en même temps, bah, j'ai quand même un CDI, c'est quand même plus rassurant, d'avoir un bon en plus j'avais négocié un bon salaire et tout que, enfin j'avais des très bons résultats en alternance donc j'ai pu un peu, m'appuyer sur ça pour négocier mon salaire donc c'est sûr que c'est plus confortable pour se lancer dans la vie active que de me lancer, en freelance. Et puis là, ça s'était bien passé en alternance donc je me suis dit: «Bon, allez, lançons-nous en CDI». Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, je me rends compte que quand je suis dans ce CDI, sur le papier, je suis censée être porte-parole, sauf que dans les faits, les fois où je prends la parole dans des conférences et cetera, je me rends compte que ça piétine en fait sur mon job à temps plein. C'est-à-dire ce qu'on attend de moi à la base, ce dont elle avait besoin à la base, c'était une responsable marketing et responsable marketing, bah, tu es très drivé par les objectifs, par les performances et tout. Et là, je me rendais bien compte que genre tout le temps où je passais à donner des conférences, à donner des podcasts, finalement, j'étais pas en train de faire mon job, ce qu'on attendait de moi. Et du coup, j'étais jamais vraiment satisfaite parce que, quand je faisais des conférences, j'étais en train de culpabiliser parce que je me disais: «Mais je devrais faire autre chose». Et en même temps, quand je faisais mon taf, bah, ça me manquait de pas donner des conférences. Bref, c'était un peu chelou. Hem Donc tu vois, il y avait ce premier truc qui m'envoyait un petit signal de: pas sûr». Et là, du coup, j'ai décidé carrément d'arrêter d'avoir cette casquette de porte-parole et de vraiment juste être sur mon poste de responsable marketing, et sans non plus avoir mon podcast et mes conférences à côté. Donc là, genre, je pense que c'est un premier renoncement à des choses que j'aime qui a fait que je me suis sentie vachement mal, les semaines d'après parce que, bah, quand tu enlèves des choses qui t'apportent de la joie et qui ont du sens pour toi, bah, forcément, tu perds de l'épanouissement et de l'accomplissement au quotidien. La boîte était dans une phase, d'ultra croissance quand même, et je pense que ça avait aussi de moins en moins de sens pour moi d'avoir ces objectifs-là parce que, bah, nos objectifs ils doublaient d'une certaine manière, très souvent.
Donc une fois qu'on avait atteint tel palier, on doublait les objectifs. Et autant je pense que pendant un moment ça m'a stimulé, ça m'a plu et j'aimais le challenge de grossir, mais au bout d'un moment j'étais épuisée de ça, de faire en étant tout le temps en lancement, tout le temps en train de vendre, tout le temps en commercial et j'avais de plus en plus aussi la pression moi à mon poste de responsable de marketing de contribuer à ça. Et quand je sentais que c'était plus difficile commercialement, je le prenais vachement personnellement, je me remettais vachement en question. Du coup, je comptais pas mes heures, je dépassais souvent mes horaires, je dépassais souvent mes limites. Je passais tout le temps au taf, en mode le soir à 22h, avant de me coucher, je pensais encore à mon taf, à des trucs que je devrais faire. Enfin, j'étais tout le temps stressée, j'avais toujours une espèce de boule au ventre, de pas faire les objectifs, de pas être assez bien et tout. Et en janvier là, mon corps il a lâché et Lina m'a dit de voir un médecin parce qu'elle voyait que ça allait pas. En fait, le médecin m'a dit, mais madame, vous êtes au bord du burn-out. Et donc, j'ai eu un arrêt maladie de 2 mois. Et là, du coup, ça m'a fait vachement réfléchir. Je me suis dit, OK, quel est le problème? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est juste un problème du rapport au travail, que j'arrive pas assez à poser mes limites, que j'arrive pas assez à m'organiser? Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver des explications. Est-ce que c'est la croissance qui était trop forte, les objectifs qui étaient trop élevés? Et en fait, avec le recul, de toute façon, un burn-out, c'est tout le temps multifactoriel, hein, donc c'est impossible de trouver genre un seul facteur, mais les grands facteurs qui étaient là pour moi, c'est j'avais une relation très fusionnelle avec Nina et du coup, j'avais souvent tendance à un peu dépasser mes limites pour lui faire plaisir et me donner, enfin, qu'elle soit fière de moi, etc. Donc ça, c'est pas sain. Après, j'avais un TDAH, enfin, que j'ai diagnostiqué plus tard, mais ça m'a affecté aussi vachement dans ma manière de fonctionner parce que euh, moi, par exemple, j'avais besoin de faire de différentes activités et là, j'étais un peu contrainte de cette manière à rester dans un seul produit, un seul lancement, un seul truc, alors que dans mes besoins, moi, j'ai besoin de diversité, j'ai besoin de variété dans mon quotidien, alors que là, je vais me forcer à faire un seul truc. Et quand je voulais faire deux trucs et téléconférences, je culpabilisais. Après, j'avais arrêté tous les projets que j'aimais et qui étaient des projets aussi. En fait, ce qui était un peu vicieux, c'est que mes projets à moi, c'était des projets qui sortaient du taf. C'est-à-dire que euh, mes podcasts, mes conférences à côté, c'était des trucs qui étaient pas liés à ma performance, à Ramène la fraise, c'était des choses où je pouvais plus me permettre d'explorer, parfois de rater des choses, alors que le fait d'avoir mis, entre guillemets, toutes mes trucs créatifs dans Ramène ta fraise, finalement, tout était d'une certaine manière relié au travail, et j'avais plus un espace à moi d'expression personnelle, et de liberté aussi de raconter ce que j'ai envie de dire, de pas besoin de suivre une ligne éditoriale ou de suivre un peu une vision. Et quoi d'autre comme facteur? Après l'hypercroissance, hein, moi je pense que ça m'a énormément affecté le fait que on avait un objectif de faire 1 million, de faire des gros lancements. Et en fait, j'étais en train de suivre des modèles entrepreneuriaux du style Margot Cunego qui fait ses énormes challenges, entrepreneurs.com, je sais plus comment il s'appelle le fondateur, mais en fait, je passais mon temps à regarder des challenges comme ça, des trucs très un peu genre on bombarde, on fait du chiffre, mais en fait ça c'est pas moi. Et en fait, j'étais en train d'aller puiser de l'inspiration dans des gens qui eux-mêmes, je pense, d'une certaine manière s'épuisent, tu vois. Euh, et j'étais en train de suivre ce modèle-là d'hypercroissance, discours un peu de feu charbonné, voilà. Et en fait, je pense que ça, c'est hyper délétère, quoi, cette espèce de surproductivité où tu veux tout le temps faire plus de chiffre d'affaires, mais plus pourquoi au final, tu vois, il y a Ouais. aucune vraie raison à vouloir augmenter le chiffre d'affaires tout le temps. Et même, enfin, du coup, maintenant, j'ai pris vachement de recul par rapport à ça, tu vois, et j'ai un regard beaucoup plus critique sur tout le domaine entrepreneurial français, où à chaque fois, genre, j'entends, ouais, je veux faire x2 cette année prochaine. Pourquoi, en fait? Enfin, donc, voilà, en fait, tout ça a fait une espèce de gros cocktail, que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre d'un coup, tu vois, il m'a fallu plusieurs mois de recul, de travail avec, j'ai vu une psy, euh, les personnes qui m'ont diagnostiqué, qui m'ont TDAH aussi, qui m'ont expliqué. Même moi, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est slowpreneuriat, c'est-à-dire comment tu repenses ta manière de travailler pour que ta boîte serve tes besoins à toi et que ce soit pas toi qui serve le besoin de ta boîte, parce que c'est pas comme ça que tu vas tenir sur le long terme.
Et finalement, en fait, quand j'ai fait cet arrêt maladie, j'ai décidé de quitter Hermès Fraise parce que je m'en suis rendu compte que j'avais plus l'espace pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire des conférences. Et que aussi, je m'étais complètement éloignée de tout ce que j'aimais faire, qui était à la base l'accompagnement humain, le networking, le réseau et tout. C'est-à-dire que je ne coachais plus aucune cliente, je voyais plus aucune cliente au téléphone, je gérais juste la partie marketing derrière, c'est-à-dire envoyer des mails, préparer des lancements, coordonner des freelances, et j'avais vachement perdu le contact avec le sens de ce que je faisais, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de faire un truc à moi, beaucoup plus petit, mais où je suis proche des gens, où je vois ce que je fais, où je suis sur le terrain en train de parler aux gens, etc. C'est ça qui a du sens pour moi. Beaucoup plus de présentiel aussi, puisque j'étais quasiment que à distance à la fin et ça m'allait pas du tout parce que j'ai trop besoin de contact humain et de voir les gens et de, voilà, créer des vraies connexions. Quand j'ai quitté Rameta Presse, j'ai pris 1 mois de vacances pour réfléchir un peu à OK, maintenant que je suis partie, qu'est-ce que je fais? J'avais déjà un peu une vague idée, je suis pas non plus partie inconsciemment, sans savoir, tu vois? J'avais déjà une petite idée de ce que je pourrais faire, mais rien de très concret. J'avais pas une offre toute prête. Enfin, je suis partie en me disant, «De toute façon, j'ai mon chômage, donc je pourrais construire un truc et au pire, je pourrais être freelance, écrire des posts LinkedIn», même si c'est pas ce qui me faisait kiffer. Mais voilà, je veux dire, au pire, je pourrais, heu, faire autre chose ou continuer juste à bosser pour un Fraise, mais en freelance, quoi. Enfin, je sais pas, je me suis dit: «Je trouverai un truc». Et finalement, je pars 1 mois en vacances et à mon retour de vacances, j'ai l'idée de créer une offre, pour, les conférences. Parce que je me dis: «En fait, qu'est-ce que j'aime faire? Bah, donner des conférences». Et les gens, ce qu'on me demandait le plus, la question qu'on me posait le plus souvent sur LinkedIn, c'est: «Comment tu fais pour faire des conférences? Est-ce qu'on peut se faire un call pour que tu m'expliques comment tu donnais des conférences?» Enfin, en gros, donner des conseils gratos, quoi. Et je me suis dit: «Bon, bah, il y a un truc sur ça». Et j'ai un peu creusé le sujet. Et quand je suis rentrée de vacances, c'était prévu que je donne une conférence sur le thème «Comment devenir conférencier grâce à son contenu». Donc c'était Il y a pas une de hasard. conférence, c'était une conférence sur comment donner des conférences, en gros. Et à la fin de cette conférence, je me suis dit: «Vas-y, cette idée d'offre là que j'ai en tête, il faut que je la teste. Donc je vais en parler à la fin». Donc à la fin de cette conférence, j'ai fait genre, une dizaine de slides pour un peu pitcher l'offre que j'avais en tête et voir si je sens qu'il y a un truc ou pas, si ça parle aux gens. Et en fait, oui, ça parlait aux gens. Donc j'ai pas fait des ventes ce soir-là, mais en tout cas, j'avais des retours encourageants qui me disaient: «Tu as un truc, donc développe cette voie». Et du coup, les 3 mois qui ont suivi, bah, j'ai préparé le lancement de cette offre. Donc j'ai fait des interviews personnages, j'ai préparé, mes pages de vente, j'ai conceptualisé, l'offre, voilà, créé un peu tout ce qu'il fallait et j'ai préparé un peu, mon contenu de lancement, de pré-chauffe et tout pour qu'en septembre, je lance et voilà. Et là, du coup, tu as lancé ta première promotion? Ouais, c'est ça, j'ai lancé en septembre, et en octobre, on a commencé la première promotion. Donc là, j'ai 8 participants, donc c'est trop bien, c'est ce que je voulais, tu vois? C'était des petits groupes, où je connais, chacune personnellement et on a un lien qui est hyper important pour moi. Et elles préparent du coup leur première conférence, pour janvier en mode un peu, TEDx, quoi. Enfin, Trop bien. c'est l'activité qui représente le plus de mon temps et de mon énergie en ce moment. On sent qu'il y a le smile, quand tu en parles, c'est trop cool. Si je reviens juste sur, quand tu étais chez Ramène ta fraise, qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu l'as pas vraiment vu venir ce mur? Tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait besoin que ton corps, lâche. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu tenais sans consciemment, tu en avais pas conscience, mais sûrement inconsciemment, mais consciemment, tu voyais pas qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Et si tu avais un conseil justement pour ceux qui seraient un peu dans cette situation de pilote automatique, tu vois, je me mets des œillères pour pas voir la vérité, ça serait quoi? Désolée, ça fait 2 questions en une. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai pas vu que ça allait pas? Alors, je pense, premier truc, en fait, je pense que je voyais que ça allait pas, mais je me disais déjà: «On a besoin de moi». Enfin, je sais pas comment dire, mais il y avait un truc de, en fait, c'était moi qui avais cette place, on m'avait formée pour faire ça, il y avait un truc d'engageant. Je me suis engagée maintenant là-dedans, donc je vais rester. Et moi, en fait, pour moi, c'était plutôt, moi qui allais pas que la situation qui allait pas. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais plutôt l'impression de me dire: «C'est moi qui ai un problème, j'arrive pas à m'organiser, je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur», que mon contexte ou mon environnement
ne correspond pas, ne répond pas aux besoins que j'ai actuellement. Donc déjà, je pense que je me remettais beaucoup en question moi sur mes compétences et tout. Donc j'ai l'impression que c'est un peu moi le problème. Et donc du coup, bah ça m'aidait pas parce que je me disais que c'était à moi de travailler et pas à changer mon environnement, tu vois. Ouais, Euh, OK. Ensuite, je pense que ce qui m'aidait pas non plus, c'est que bah on performait mine de rien. C'est-à-dire que tu vois, on avait d'excellents résultats, c'est-à-dire qu'on en chiait on en chiait dans le sens où c'était hyper dur. Les lancements, vraiment, on stressait de ouf. Moi, j'avais la boule au ventre, tout. Enfin, là, on avait fait un challenge en novembre, il y a pile 1 an. Les 2 mois avant, pour moi, étaient extrêmement stressants. J'avais la boule au ventre tout le temps, je sautais des repas, je finissais hyper tard et tout. Mais au final, on réussissait, tu vois. On a fait un lancement, on a fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, je pense que quand ça marche, c'est vachement dur de t'admettre, enfin, de te reconnaître que t'es pas dans la bonne direction parce que t'as des résultats, tu vois. C'est genre, t'en chies, mais t'as des résultats. Mmh. Et t'as l'impression que si tu passes pas par là, bah, t'auras plus de résultats. Donc, t'as pas envie de te remettre en question et t'as pas envie de changer le fonctionnement parce que tu te dis que sinon, tu y arriveras pas. Donc, il y a ça. Après, il y a le fait que, bah, en fait, mine de rien, Ramètre Après, c'est quand même mon socle. C'est une ancre. À ce moment-là, ça fait genre presque 1 an et demi que je suis en full time avec eux. Et je me vois même pas, enfin, quand j'ai la pensée de me lancer à mon compte, je me dis, mais je vais être perdue toute seule, tu vois. Genre en mode, je vais pas y arriver. Là, je suis trop, entre guillemets, dépendante d'un, genre en mode, si j'y arrive, c'est parce que je suis dans un collectif, c'est que je suis pas toute seule, c'est qu'on est plusieurs à unir nos forces et tout. Et je me dis, mais si je suis toute seule, j'y arriverai jamais et tout. Tu vois, je me sens pas les épaules, je crois, de me lancer à ce moment-là. Et après, je me dis aussi, ouais, c'est une mauvaise passe, mais ça va passer. Enfin, en fait, il y a une voix dans ma tête qui me dit, je pense qu'on était en sous-effectif aussi à ce moment-là. Euh, du coup, je me dis, vas-y, c'est une mauvaise passe, mais après, j'ai dit à Nina et on a recruté plus de gens. Et après, le problème, c'est que même quand il y avait plus de gens, ça allait toujours pas mieux, tu vois. Au contraire, c'était pire parce que, genre, les gens faisaient le taf que j'aimais et moi, je me retrouvais à faire des trucs que j'aimais pas, qui étaient, genre, manager des freelances qui faisaient mon taf, entre guillemets. Et là, je travaillais moins, j'étais moins stressée, mais il y avait pas de sens dans ce que je faisais. Et du coup, bah, c'est là que je me suis rendu compte. Mais tu vois, finalement, c'est pas moi qui me suis rendu compte que ça allait pas. C'est Ouais. mon entourage qui m'a dit que ça allait pas. Et après, quel conseil je pourrais donner à quelqu'un? Bah, c'est pas normal d'avoir la boule au ventre tous les jours. C'est pas normal de plus prendre de plaisir à faire ce que tu avais plaisir à faire avant. C'est pas normal de plus avoir l'énergie de te faire à manger, de plus avoir l'énergie de t'habiller le matin, de plus avoir l'énergie de sortir pour tes potes tellement t'es fatigué. C'est pas normal de perdre du plaisir à faire des choses que tu aimais faire avant, tu vois. Et de penser, moi en fait, genre le taf, ça a occupé toutes mes pensées. Enfin vraiment du moment où je me levais au moment où je me couchais, je ne pensais qu'à ça. Et même en vacances, j'étais même pendant mes vacances de Noël, finalement, j'étais en repos, mais je pensais encore quand même au taf, au prochain lancement, à qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Enfin, j'étais tout le temps connectée à ça. Euh, et en fait, c'est un truc te hante d'une certaine manière autant l'esprit, c'est que c'est pas ça, en fait. On n'est pas censé, même si on est passionné par ce qu'on fait, on n'est pas censé, euh, on n'est pas censé, ouais, ressentir ça. Et c'est pas normal de stresser autant aussi parce que, genre, on essaie de nous faire croire que le stress est normal, et que c'est normal de stresser, que l'entrepreneuriat c'est stressant, euh, mais c'est pathologique. C'est-à-dire que on peut pas vivre avec un tel niveau de stress. Et moi, enfin, je disais à une pote tout à l'heure, là, genre, ça fait 6 mois que je vis presque sans stress et ça fait pas bizarre, mais je redécouvre que tu peux mener une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme, tu vois, que je sais pas de faire je sais pas de scaler, je sais pas de faire des objectifs de croissance de dingue, tu vois, j'essaie juste voilà d'avoir un max de temps libre, une bonne hygiène de vie et faire des choses qui me plaisent quoi, qui ont du sens. Et j'ai toujours de l'ambition, mais je me laisse beaucoup plus de temps pour l'accomplir quoi. En tout cas, je sais que ça ne se fera jamais au prix de ma santé mentale et que c'est beaucoup plus précieux que enfin que ma santé est beaucoup plus précieuse que mon chiffre d'affaires, que mon ambition. Mmh. C'est, ultra intéressant. Tu as dit un truc, j'aimerais juste le redire parce que j'ai trouvé ça ultra puissant. C'est pas normal de ne pas avoir envie de faire des choses dont on avait envie avant. Je trouve ça ultra puissant parce que j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que je pense que c'est l'un des meilleurs signes
ce truc de j'ai plus l'énergie, par exemple, de voir des potes, j'ai plus l'énergie d'aller faire du tennis, alors j'ai toujours adoré faire du tennis. C'est un excellent signe. Donc merci déjà à toi pour ce partage, pardon. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu venais de dire par contre à l'instant. Mince, qu'est-ce que tu disais? Sur l'impact du stress peut-être? Ah oui, sur l'impact du stress, merci. Hem, Aujourd'hui, tu as quand même les réseaux sociaux, donc tu es quand même encore présente sur les réseaux sociaux, tu dois avoir tous ceux qui scalent toutes les réussites, et cetera. Comment tu fais justement? Je trouve qu'on est dans une culture où on voit tellement partout que l'objectif c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est d'évoluer. Comment tu fais pour justement prendre du recul et te dire: «OK, no stress, je suis entre guillemets «petite», j'ai un petit chiffre d'affaires, mais j'ai le temps et pas la pression». Enfin, toi, comment tu arrives à être pas plus du coup dans ce slowpreneuriat que, je sais pas si ça s'appelle le fastpreneuriat, mais que le fastpreneuriat? En fait, je pense que j'ai vu ce que c'est d'être dans un truc de croissance et j'idéalise beaucoup moins à quoi ça ressemble. Tu vois, encore ce matin, je lisais une newsletter de oui, il faut scaler, nanana, faut arrêter de donner ton temps, je sais pas quoi. Enfin, en fait, j'ai beaucoup plus un regard critique sur ce que je lis, dans le sens où, oui, aujourd'hui, je vends mon temps, je vends des heures de coaching et tout, je suis pas dans un truc scalable, genre, je peux prendre qu'un nombre par unité de personnes, mais ça me va et en fait, c'est comme ça que je fais ce que j'aime et je sais que le prix pour, hem, grossir et tout, c'est le prix de ma santé, c'est le prix de mon plaisir parce que genre, grossir voudrait dire ne plus faire des choses que j'aime maintenant, digitaliser beaucoup plus mon activité, et j'en ai pas envie, quoi. Donc pour répondre à la question, c'est avoir conscience que je serai beaucoup moins épanouie, comme ça. Après j'ai fait aussi un gros tableau financier, pour voir de très précisément. J'ai fait un énorme tableau Excel quand j'ai quitté Ramène Presse sur, OK, combien je dépense vraiment en une année? C'est-à-dire et sans me priver, hein, c'est-à-dire genre moi j'adore faire des restos, j'aime bien faire plusieurs restos par semaine, j'aime trop partir en week-end, enfin voilà, me faire des week-ends à droite à gauche, et donc du coup, j'ai analysé toutes mes dépenses, sur les mois qui ont suivi alors que j'avais toujours fait un peu trop l'autruche avec mes dépenses, mais là je me suis dit: «Sois honnête avec toi-même, de quoi tu as réellement besoin? De combien tu as réellement besoin pour être très bien?» Et en fait, bah, pas tant que ça quoi, tu vois? Donc une fois que tu as fait ton tableau, tu te dis: «OK, j'ai besoin de genre de 3 000 € par mois», bah, à quoi ça sert de bosser, pour gagner genre, 10 000 par mois? Si à 3 000 je suis hyper bien, tu vois? Ah bon après, on se monte en société pour Mmh. avoir 3 000 € net, c'est pas exactement, 3 000 piles, tu vois? C'est un peu plus, mais en fait déjà ça m'a vachement, aidée. Et après, moi ce qui m'a aidée aussi, c'est de me dire, bah ça c'est quoi la vie dont j'ai envie, tu vois? Et moi la vie dont j'ai envie, c'est une vie où je bosse, 4-5 heures par jour, où j'ai vachement d'espace, de créativité, de temps libre et la plupart des gens qui vendent, ce lifestyle où il faut travailler dur, bah, c'est pas la vie qu'ils ont, tu vois? Ou alors, ils ont une énorme enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui vendent un mode de vie où soi-disant ils travaillent pas et ils sont chill, sur une plage, mais en fait derrière, il y a énormément de stress, de lancement, il y a une équipe à gérer, en fait, ils ont énormément de pression. À partir du moment où tu es une énorme équipe, bah, tu as des charges, beaucoup plus importantes. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux où pour, assumer ce niveau de charge, tu es toujours obligé de faire de plus en plus de chiffre d'affaires pour, juste payer tout ce que tu as à payer, tu vois? Alors que c'est pas forcément de la rentabilité, c'est juste, bah, faire du chiffre d'affaires pour payer tes charges. Antoine BM a fait une vidéo hyper intéressante sur ça d'ailleurs, où il disait, bah, il doit faire tout ça chaque mois juste pour payer l'équipe et tout. Enfin, en mode, c'est un vrai stress, quoi. Donc en gros, si je synthétise, comment j'arrive à sortir de la rétiniculture? C'est avoir un regard critique sur, ce que je lis, c'est-à-dire savoir que c'est pas ce qui me correspond. 2, prendre conscience que genre j'ai déjà vécu un peu ce qu'ils vendent et que voilà, je sais à quoi ça peut ressembler et j'en ai pas envie. Et 3, savoir que moi, ce dont j'ai envie, c'est d'avoir plus de temps et pas plus d'argent et que, mes besoins financiers, ne nécessitent pas que je gagne, des milliers, quoi. Et c'est quoi un peu ta vision du coup, d'un point de vue, professionnel, personnel pour, je sais pas moi, dans 2 ans, dans 3 ans? Ouais. Tu te vois donner des conférences partout? Tu dois avoir juste ton programme sur la conférence? C'est quoi un peu? Ouais, ouais, bah, moi, ma vision, donc là, c'est un peu de consolider mon écosystème autour de la conférence. Donc, là, j'ai créé une première offre, avec l'Academy Speaker. J'aimerais bien lancer, une autre offre un peu plus petite, comme un stage de 2 jours, tu vois, en présentiel, pour écrire sa première conférence et à la fin, faire sa première conférence devant, un plus petit public. Je sais que dans mon Academy Speaker, c'est 150 personnes, là, ce serait plutôt 30 personnes.
Donc ça ferait une plus petite offre, plus accessible pour les gens qui veulent se lancer dans la conférence, mais quand même, mais avec un plus petit budget. Après, j'aimerais bien me développer plus en B2B, parce que là, pour l'instant, je donne beaucoup de conférences, mais pas forcément rémunérées. Ça peut être des conférences plus dans le style des TEDx. Et là, j'aimerais plus me développer en B2B. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de la modération et de l'animation de conférences. Tu vois, être maîtresse de cérémonie. Donc, animer des événements, des séminaires, des remises de diplômes. Ça, je kifferais trop. Ce rôle d'animatrice, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, que je fais assez naturellement dans mon podcast et que j'aimerais beaucoup faire voilà dans d'autres contextes. Et un des projets aussi que j'ai, c'est de plus développer cette partie accompagnement, pas seulement à la conférence, mais au slowpreneuriat, parce que je me suis fait coacher cette année pour ça, pour moi-même réduire mon temps de travail, euh, me focaliser sur ma zone de confort, donc prendre principalement dans mon activité des choses que je sais faire et qui me demandent peu d'énergie et qui sont écologiques pour moi. Et je trouve que dans le milieu entrepreneurial, il y a énormément de courses à la surproductivité, à la surperformance. On banalise énormément le fait que le stress c'est normal, que souffrir c'est normal. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'ai vraiment envie d'accompagner des gens qui sont dans une quête de ralentir, qui ont bien sûr envie d'avoir une activité rentable et épanouissante, mais qui veulent trouver un moyen de faire ça tout en respectant leur énergie et ce dans quoi ils sont naturellement bons, au lieu de se forcer à suivre des méthodes qui leur correspondent pas ou qui les épuisent. Donc, ouais, c'est un peu un de mes projets là pour l'année prochaine, c'est de créer une nouvelle offre d'accompagnement plutôt côté slowpreneuriat, qui peut paraître assez différent de la conférence, mais qui pour moi fait sens parce que j'estime que du coup mes deux offres ce sera un peu les deux grosses montagnes que j'ai traversées. La première c'est comment réussir à donner des conférences et la deuxième c'est un peu comment se désintoxiquer de la hustle culture, j'appelle ça comme ça. Euh, et finalement accepter pas forcément de ralentir, hein, parce que j'ai pas forcément ralenti, mais juste de te réapproprier ton temps et de pas courir malgré toi derrière des objectifs ou des ambitions qui sont pas vraiment tes aspirations, mais qui sont plutôt euh, une course dont on a pas vraiment conscience, quoi. Parce que c'est assez Ouais. insidieux. Tout le monde se demande comment faire plus de chiffre d'affaires et c'est sain tant qu'on vit pas de sa boîte et qu'on se plaint bien pas bien, mais il y a un certain moment où c'est plus juste sain, c'est juste qu'on va en faire toujours plus pour se prouver je ne sais pas quoi, mais ça ne fait pas que du bien. Comme tu dis, c'est le pourquoi derrière. Pour Ouais. quel est le sens derrière chercher ce toujours plus. Je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit. Je sais pas si tu as exactement dit ça, je l'ai interprété comme ça. Aujourd'hui, tu te focalises sur les tâches qui te font du bien, que tu kiffes. Le reste des tâches, tu les as déléguées ou c'est juste que tu as fait en sorte qu'elles te prennent moins de temps? C'est quoi un peu le concept derrière? Ouais. Il y a une partie que j'ai déléguée, mais très peu. Le seul truc que j'ai délégué là pour l'instant, c'est le montage de mon podcast. Parce que je procrastine trop. Je m'en voulais trop un peu. J'avais une mauvaise estime de moi-même parce que je procrastine tout le temps mon podcast. Tu sais, je m'en voulais. Je me dis, Julia, mais t'aimes trop ton podcast, pourquoi tu procrastines autant? Mais en fait, c'est juste parce que genre, j'aime pas faire ça. Donc, ça m'a pris 5 ans avant de déléguer le montage. Mais finalement, le jour où je me suis dit, ah, incroyable. Euh, enfin, une régularité sur mon podcast. Et les autres, en fait, c'est plutôt comment, j'ai pas forcément délégué, c'est plutôt à la conception même de ton business, comment tu peux faire en sorte que les tâches que tu as à faire, elles respectent le plus possible ce qui est facile pour toi. À la fois dans ta manière de communiquer, à la fois dans ta manière de créer une offre, d'accompagnement. Moi, par exemple, j'adore, moi, par exemple, je préfère créer une offre chère d'accompagnement, qui dure assez longtemps, où il y a beaucoup de présentiel, où il y a beaucoup de coaching avec les gens, parce que j'aime ça, parce que c'est facile pour moi de créer du lien, parce que c'est facile pour moi de coacher, parce que j'adore le présentiel. Mais j'écoutais un podcast, par exemple, de Safia Gourari, elle disait, mais oh, ces offres ICT, j'aime pas, ça me demande trop d'énergie. Moi, je suis hyper introvertie. J'ai besoin de créer des formations en ligne où je vois pas trop de monde. Je suis plus dans ma bulle de création, etc. Donc, c'est déjà savoir qu'est-ce qui nous prend de l'énergie et qu'est-ce qui nous en donne. Donc, du coup, déjà, bah, ça impacte ton quotidien. Après aussi, je me suis demandé qu'est-ce que je fais hyper naturellement et j'ai commencé à monétiser aussi ce que je faisais hyper naturellement.
Donc moi, par exemple, ce que je fais hyper naturellement, c'est de créer du contenu, essayer de mettre des gens en relation. Donc j'ai plus monétisé ma création de contenu, où j'ai plus créé des collabs avec des marques en influence, chose que j'avais un peu arrêtée parce que je me disais oui, mais ça fait un peu, je sais pas, genre je pense que je me jugeais à un certain moment de faire de l'influence, alors qu'en fait non, c'est vachement cool, mais il faut juste le faire avec les bonnes marques et celles où tu es vraiment aligné et tu es vraiment content de le faire. Et j'ai mis en place un truc aussi auquel je pensais depuis un moment, mais c'était de l'apport d'affaires. Hem, Avant, je mettais souvent des gens en relation, mais j'ai jamais monétisé quoi que ce soit. Et à certains moments, je me rendais compte que quand je mettais des gens en relation, bah, ils devenaient clients et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai découvert que tu pouvais prendre une commission, d'apport d'affaires Ouais. quand tu mettais des gens en relation». Et ça a été vachement chouette aussi. Enfin, c'est un peu commencer à monétiser tes talents, quoi. Ce que tu fais, de Mmh. façon hyper, spontanée et naturelle. Donc ouais, je dirais plutôt que c'est pas trop, déléguer un max, c'est pour certaines personnes, ça passe par ça. Mais moi, c'est plutôt, dans la manière de concevoir mes offres, de concevoir mon marketing, de concevoir, hem, mon quotidien. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce dans quoi j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression de me forcer. Quand je crée du contenu, j'ai pas l'impression de me forcer. Quand je mets des gens en relation, j'ai pas l'impression de me forcer. Quand je suis en visio, bah, j'ai l'impression d'être au hôtel avec une copine, j'ai pas du tout l'impression de travailler et de remplir mon quotidien au maximum de ça et d'éviter au maximum des formes de communication qui ne me ressemblent pas. Par exemple, Heu, moi, la newsletter, je sais que c'est efficace, mais ça me prend énormément d'énergie d'écrire une newsletter, tu vois? Donc j'en fais de temps en temps, mais je repose pas ma com sur ça parce que c'est un peu, aller contre ce qui est naturel pour moi, tu vois? Par contre, la vidéo, j'adore ça. Donc en fait, dans mon quotidien, j'essaie de plus en plus de, heu, faire des choses où j'ai pas l'impression de travailler. Par exemple, hem, j'avais organisé une masterclass, et j'aurais pu, tu sais, souvent quand tu organises une masterclass, tu fais des mails de rappel et j'aurais pu faire plein de Ouais. mails de rappel. Bah, ce que j'ai fait, c'est plutôt j'ai mis des gens sur un groupe WhatsApp et j'ai envoyé une vidéo de rappel par jour. En fait, c'est des petites choses comme ça, mais Mmh. c'est genre à chaque étape de mon processus, comment, au lieu de me forcer à faire un truc que j'aime pas faire, je peux faire atteindre le même objectif, mais d'une manière qui est fluide pour moi et facile pour moi et qui me procure du plaisir. Et en fait, si dans chaque activité, tu essayes de te poser un peu ces questions, bah, petit à petit, ton activité, elle est beaucoup moins coûteuse en énergie. Enfin, c'est comme il y a des gens, ils détestent créer du contenu, sur LinkedIn et ils se forcent à créer du contenu parce qu'ils se disent que genre, il faut créer du contenu. Alors qu'en fait, eux, s'il faut, ils sont bien meilleurs à convaincre quand ils sont à un événement et donc leur stratégie, ça devrait plutôt être de pas aller, créer du contenu, mais de faire, je sais pas, 2 événements par semaine où on va networker, on va parler aux gens ou alors de faire, un café visio par semaine avec quelqu'un dans sa cible et en fait, tu sais que comme ça, tu convertis quand tu parles à la personne, mais ça sert à rien de persévérer dans une dimension parce qu'il faut le faire ou parce que genre c'est comme ça la méthode alors que c'est pas ce qui nous correspond, quoi. Voilà, j'ai fait une longue réponse, mais ça me tient vachement à cœur ce sujet parce que je suis beaucoup les travaux de Laure Daudier et c'est pareil que je me fais coacher et elle, tu vois, dans l'entrepreneuriat, tout le monde dit il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire des trucs, etc. Mais en fait, à force de dire aux gens il faut sortir de sa zone de confort, bah finalement tu te retrouves à faire des trucs que t'aimes pas faire, dans lequel t'es pas bon et tu finis par croire que c'est comme ça que tu peux réussir, c'est en tout temps te forçant à faire des nouveaux trucs. Sauf que bon, bah, parfois, OK, il y a une partie des choses que t'aimes pas faire, mais qu'il faut faire. Mais en fait, le but, c'est de réduire au maximum ces tâches-là et de maximiser, celles que tu prends de plaisir parce que sinon, en fait, tout devient contraint, tout devient, lourd et en fait, plus c'est difficile, plus tu dois faire preuve de discipline, plus tu dois te forcer. Alors que plus c'est joyeux, moins tu as besoin de faire preuve de discipline et plus c'est facile de travailler, quoi. Voilà, longue réponse, mais qui me tient beaucoup à cœur. Mais j'adore cette philosophie parce que c'est aussi une philosophie qui me tient énormément à cœur. Comme toi, je suis persuadée que c'est pas en faisant des choses qui t'épuisent que les clients vont venir. C'est plutôt quand tu fais les choses de ta zone de génie. Un grand merci à toi pour ce beau pitch qui va totalement dans le sens que je pitch au quotidien, de vraiment miser sur votre zone de génie, c'est là où vous allez être le meilleur. Et là où tu fais moins Et sur sa d'efforts, zone de ouais, ouais, c'est ça. Là où tu t'éclates et l'énergie qui est reçue de tes actions dépend énormément quand même de l'énergie que tu vas mettre dedans. Et donc, je trouve quand tu mets une énergie un peu négative de il faut, de zéba, de ça me saoule, mais je le fais, la personne qui le réceptionne, en général, elle le réceptionne avec la même énergie. Donc, c'est pas très vendeur. c'est clair, c'est sûr. Euh, c'est trop bien, je vois le temps qui défile. Julia, j'aime bien terminer l'épisode de podcast par une question de coaching que nos auditeurs vont se poser en marchant et en musique. Une question soit qui a été un peu game changer pour toi et tu dis ah là là mais cette question on aurait tous se la poser,
Toi, une question que toi, tu aimes bien te poser régulièrement pour refaire le point. Est-ce que tu as une question qui te vient comme ça? Ouais, alors, j'ai une question pour les personnes qui sont en CDI et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésitent, c'est au même si ça foire, c'est quoi le vrai risque? Genre moi, c'est une question que je me suis posée au moment de quitter mon CDI, parce que j'avais vachement peur et tout, et ça m'a vachement aidée de me dire: «Bah, en vrai de vrai, au pire si ça foire, j'ai le chômage. Au pire du pire, je quitte mon appart à Paris parce que à la limite, je peux plus payer le loyer et je retourne vivre chez ma mère, mais genre ma mère sera hyper contente de m'accueillir, donc enfin, j'ai cette chance-là. Au pire du pire, bah, je serai hyper loin de mon copain parce que je serai chez ma mère, je serai plus à Paris, mais on va survivre. Ce sera que temporaire. Au pire du pire, je reprends mon taf salarié, mais genre je sais que je serai quand même employable et qu'on pourra me reprendre. Enfin, en fait, de se rendre compte que le pire du pire n'est pas si grave. Moi, ça m'a vachement aidée à me lancer parce que, je me dis que je suis capable d'accepter le pire du pire et que ce serait OK, et du coup, bah, si je fais et en même temps, je sais que le pire du pire n'a pas une grande probabilité d'arriver non plus, parce que je vais tout mettre en place pour que ça marche, donc si même le scénario catastrophe est OK, bah, le scénario, probable est sûrement favorable, quoi. Donc ça m'a aidée, et après, une question, pour les entrepreneurs, plutôt une question que on peut se poser au quotidien, c'est genre, si on arrêtait de se dire dans son quotidien, genre: «Il faut que je fasse ça», comment on pourrait réinventer nos tâches pour y prendre du plaisir? Par exemple, genre s'il y a des gens qui détestent prospecter, mais ils se disent: «Ouais, il faut que je le fasse», bah, à quelles conditions est-ce que je pourrais trouver des clients, mais d'une manière qui me fasse kiffer? Bah, peut-être que ça peut être genre le faire avec des potes, en mode de challenge, par exemple une gamification. Peut-être que c'est, bah, au lieu de forcer à aller, écrire à des gens froidement sur LinkedIn, bah, aller à des événements, pour, que ce soit plus agréable, qu'on rencontre des gens. Hem Enfin, en fait, à chaque tâche qu'on fait au quotidien et qu'on n'aime pas, comment faire en sorte qu'elle nous prenne du plaisir, enfin, elle nous donne du plaisir, quoi? Comment on peut le faire de manière, plus joyeuse pour nous? Pareil, si on crée du contenu, bah, peut-être qu'on se force à faire du carrousel, faire du graphisme alors qu'on n'aime pas ça et qu'on est nul pour ça, bah, peut-être qu'en fait, on adore, faire des vidéos et qu'en vidéo, c'est hyper naturel et que c'est hyper facile, et en fait, on remplit le même objectif qui est de créer du contenu pour se faire connaître, mais d'un côté, on le fait dans une énergie de douleur et de voilà, de sacrifice, et de l'autre, on le fait dans une énergie de joie, quoi. Donc ouais, moi, par exemple, c'est les slides. Je déteste faire les slides, genre, je trouve ça me saoule, et donc j'essaie de me dire: «Comment je pourrais faire la même chose avec un minimum de slides, avec un minimum de graphisme pour que ça fasse quand même le job, mais que j'ai pas besoin de passer 1000 ans à faire ça?» Voilà. Comment retrouver de la joie, au quotidien pour nos petites tâches? Super ces questions. Eh ben, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir ces questions à méditer en marchant et en musique. Et Julia, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, et bah, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, Julia Contarajou. Je serais hyper contente, d'avoir mon retour sur, l'épisode de podcast. Ça me fait toujours, hyper plaisir, et j'essaie de répondre à tout le monde, donc ça me ferait très plaisir si vous nous écrivez. Et sinon, bah, si pour les personnes qui veulent, se former, à la conférence, j'ai mon programme, l'Académie des speakers, qui est 2 fois par an. Top. Bah, je mettrai, les liens en descriptif, de l'épisode. Encore un grand merci à toi Julia pour tous tes partages. J'ai adoré, ton authenticité, ta transparence, sur, bah, tu as vraiment vécu, je pense, les 2, croissance et le lancement d'une activité là, beaucoup plus, lente, on va dire un peu plus, en mode slowpreneuriat, donc c'est ultra intéressant. Je pense que ceux qui nous écoutent, ont adoré aussi, et moi je te dis à très vite. Merci beaucoup Alexandra, à bientôt. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching, et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Julia qui te pose cette question. Si tu es salarié et que tu rêves d'entrepreneuriat,
si tu quittais ton job de salarié pour te lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi en vrai le pire du pire des scénarios ? Et si jamais tu es déjà entrepreneur, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour prendre du plaisir dans tes tâches au quotidien ?